Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est deux avec ma Catwoman. Hello, salut les amis. Ça va bien? Et bah du coup aujourd'hui on est un retour de Cannes sur des jeux en duel. En duel, voilà, et plein de petits jeux pour ce début d'année là qui est très riche. Voilà, donc des jeux non pas en duo sur lesquels on va être en coopération, mais là sur des jeux en duel où on va être en affrontement. Ouais. Ça va pas rigoler. Et puis bah du coup on vous fait un petit top comme ça des 5 petits jeux qu'on a pu ramener, des 5 nouveautés à vous faire découvrir dans ce but là. Ouais, et puis il y a déjà pas mal de belles choses en ce début d'année, c'est très riche, beaucoup de variétés et beaucoup de plaisir de jeu. Vous allez voir ça. À tout de suite. Eh ben allez, c'est parti. Alors tu commences si tu veux avec Boreal. Ok, alors Boreal, c'est un jeu de Spiral Edition. C'est le deuxième jeu de l'éditeur. Hein, donc après les fameux District Noir. Voilà, après le fameux District Noir. District Noir, donc l'année dernière, qui avait été nommé aux As d'Or. Donc Boreal, il renouvelle l'expérience d'un jeu de joueurs avec deux auteurs, un auteur japonais et pareil je crois au niveau de l'illustration. Donc Boreal, c'est un jeu d'affrontement, d'exploration, c'est-à-dire qu'on est nous incarnons une exploratrice dans un monde qui a évolué après l'apocalypse, et il va falloir aller faire des recherches, aller explorer les différents mondes à l'aide de boussoles. Et donc voilà, vous allez avoir un plateau comme ça avec des tuiles et vous allez devoir composer toute une exploration sous forme de pyramide. Donc au final vous allez mettre 4 cartes, 3 cartes, 2 cartes, une carte, les unes par-dessus les autres. Je vais en prendre pour montrer pendant que tu expliques. Ok. Alors ceci dit, ça c'est les cartes archives. Oh, c'est pas grave, c'est pour montrer la petite pyramide qu'on doit faire à la fin. Donc vous allez aller à la chasse au point de victoire, hein, forcément, c'est toujours un peu le but du jeu principal. Donc le premier joueur, ça va être le curseur blanc, et le deuxième joueur, donc le curseur noir. Vous allez avoir la possibilité de prendre les cartes qui se situent entre le 5 et le 0. De l'autre côté, c'est pareil pour démarrer. Donc vous allez avoir des boussoles, ça va être le coût de vos cartes. Donc vous allez devoir choisir pour pouvoir composer votre pyramide. Donc si par exemple je décide de prendre cette carte qui coûte 3 points, et ben on va se déplacer de 1, 2, 3 boussoles pour pouvoir la mettre dans ma pyramide. Ah, on la voit pas. Hop, il faut qu'elle arrive là. Ah oui, effectivement, bien vu pour le contrôle. Donc on la pose là et elle nous rapporte tout de suite 2 points. De boussole. De boussole, donc on peut tout de suite remonter notre curseur. Voilà. À la fin de la partie, elle nous coûtera 2 points de victoire. Elle nous rapportera. Oui, nous rapportera, tu as raison. Voilà. Pour pouvoir, donc le joueur suivant va faire la même chose. Par exemple, il va se dire, moi je peux prendre cette carte-ci qui coûte 3 également. Il va faire 1, 2 et 3. Il va prendre sa carte et il va la mettre dans sa zone de jeu. Voilà. On refait la... On remplit la petite rivière. J'allais dire la rivière, mais non, ce n'est pas une rivière parce que les cartes ne bougent pas. Tout à fait. Et donc on fait la même chose comme ça plusieurs fois. Et après il y a la phase de repos. Donc pour pouvoir reprendre forcément des boussoles. Donc là en l'occurrence, je gagne 1 point de boussole. Donc je reprends 1. Et moi, dans ma configuration actuelle, je reprendrai 1, 2, 3 parce que c'est les 3 qui sont visibles. Celles-ci ne comptent plus parce qu'elles sont recouvertes. Voilà, c'est ça. Alors là, tu n'as mis que des cartes archives. Ces cartes archives-là, il y en a 3 dans le paquet et en fait, vous n'avez le droit d'en prendre qu'une seule. Voilà, pendant toute votre partie. En gros, si j'ai celle-là, j'ai pas le droit. En fait, il a fallu que... Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça s'agence. Du coup, voilà, on en met... Alors, on peut très bien faire ça. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre la 4e de base avant. Mais par contre, il y a parfois des choses qui nous disent qu'on ne peut pas mettre en bas, par exemple. Voilà, alors en fait, il y a différentes bonus ou actions à faire en dessous. Ici, par exemple, si vous prenez cette carte, elle va vous coûter 4 boussoles. Mais quand vous allez la prendre, vous allez devoir détruire une des cartes qui est présente et puis l'enlever carrément du jeu. Elle va vous rapporter 3 points de victoire à la fin. Celle-ci, c'est l'inverse. Vous allez pouvoir la prendre, mais en plus en prendre une autre que vous allez pouvoir mettre dans votre réserve. La réserve, ça va être une carte que vous n'utiliserez pas tout de suite dans votre pyramide, que vous pourrez reprendre après. Voilà. C'est-à-dire que la réserve, en fait, on peut cumuler des cartes. Alors, il n'y a pas de limite, je crois.
Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Mais par contre, après, plutôt que de bouger son curseur et de payer une carte ici, on paye le curseur, on bouge le curseur pour payer une carte qu'on a dans notre réserve. Donc ça peut être pas mal. Et la réserve vous permet de pouvoir prendre une carte dont vous n'avez pas accès. Par exemple, ici, je suis obligée d'aller chercher une carte entre là et là. Mais si j'ai envie, si celle-ci m'intéresse absolument, je peux la prendre, mais je la jouerai pas tout de suite. Elle ira dans ma réserve. Voilà. Alors, si elle t'intéresse ou si, par exemple, moi je m'aperçois qu'elle va t'intéresser. Et du coup, je vais la prendre dans ma réserve pour pas que tu l'aies. Tout à fait. Donc voilà, le but, il va être de faire un maximum de combos de cartes de scoring à la fin pour pouvoir agencer au mieux notre pyramide. Et puis effectivement, on peut aller embêter l'adversaire en lui récupérant une carte qui potentiellement pouvait l'intéresser pour atteindre un de ses objectifs. Et parfait. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Et la partie s'arrête quand on a un joueur qui a fait sa pyramide en entier. Et du coup, on termine le tour. Si c'est le deuxième joueur qui fait sa pyramide en entier, la partie s'arrête. Si c'est le premier joueur, le deuxième joueur joue encore un tour et ça s'arrête. Voilà. Voilà. Donc c'est un jeu assez rapide, je sais plus combien ils disent, mais 25 minutes, oui, c'est à peu près ça. C'est un jeu qui, moi, j'ai vraiment bien aimé parce que y a pas mal de réflexions quand même pour optimiser tous ces petits points, tous ces petits combos possibles. On peut switcher des cartes, on peut gagner des points suivant le nombre de même type de cartes qui sont autour d'une carte principale. Celle-ci par exemple, si vous la mettez en bas, elle vous rapporte 2 points. Si vous la mettez au deuxième étage, ça fera 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. C'est un multiplicateur. Donc il y a vraiment, c'est très riche, il y a quand même pas mal. Ah non, j'ai dit une bêtise. C'est 2 x 1 x 2 x 3 x 4. Donc en fait, elle peut aller de 2 à 8 points. Voilà, c'est ça. Et donc c'est très riche. Il y a pas eu une seule partie pareille, je trouve, jusqu'à maintenant. Non. Après, ça, c'est un peu cheaté, le coup de récupérer 3 trucs. Alors, cette boussole-là, pas cette boussole-là, mais cette carte archive-là, elle est vraiment forte parce qu'elle nous fait récupérer 3 boussoles dans la phase de récup. Et c'est la seule qui le permet, quoi. En gros, sur la première partie qu'on a jouée, ça, tu l'as récupéré dès le début. Et en fait, du coup, tu étais tout le temps à 8, quoi, quasiment, là, alors que moi, j'étais à 3 ou 4. Et ça, j'ai trouvé ça un peu... Ouais, mais elle s'est retrouvée recouverte à un moment donné. Ouais, mais tardivement. Enfin, tu peux la recouvrir vraiment tardivement. C'est-à-dire que là, tu peux monter ici avant même de la recouvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu récupères cette carte-là, par exemple, tu la poses ici, elle te permet de switcher 2 cartes. Donc à la limite, tu peux la remonter si tu veux. La remonter comme ça et du coup tu t'en resserres. Donc celle-ci elle est un petit peu cheatée. Voilà, c'est Boréal. C'est Boréal. C'est chez Spiral Edition et puis on passe à un autre jeu. On dit quand même un peu ce qu'on en a pensé quand même. Ah oui, allons-y. Et écoute, moi Boréal, c'est une très bonne surprise de ce début d'année. J'ai vraiment aimé la mécanique, le potentiel de combos, il y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une partie qui se ressemble. Je trouve qu'il y a vraiment une autre façon de jouer à chaque partie. Donc effectivement, mis à part cette première partie qui était peut-être un petit peu déséquilibrée avec la carte dont tu parlais tout de suite, après c'était assez équilibré quand même, les points. Donc moi j'ai bien aimé. Voilà. En plus c'est un bel univers, c'est magnifique les cartes. Et en plus dans la boîte vous avez des belles cartes postales de l'illustratrice. Moi je suis un peu plus mitigé, enfin j'ai aimé, mais je trouve que l'expérience de la première partie avec cette carte en particulier m'a un peu refroidi. Je trouve qu'en fait cette carte ne devrait pas être utilisable sur la ligne du bas. Je trouve qu'on devrait avoir un picto ici qui nous interdit de l'utiliser sur la ligne du bas parce qu'en fait je trouve que quand tu l'as dès le début, ou quasiment dès le début, c'est un peu chaud patate. Après, les cartes archives, elles ont effectivement des pouvoirs intéressants, globalement. Ah, écoute, tu peux pas l'acheter non plus au premier tour, mais il suffit que tu aies un petit combo sympa, et que tu arrives à arriver rapidement à 6, et du coup, ça fait ça. Après, au niveau du matos et tout, c'est très bien. Au niveau de la mécanique, c'est vraiment très chouette aussi. Mais j'ai pas un plaisir de jeu immense avec ce jeu-là, autant que toi, tu l'as. Ouais, c'est peut-être aussi du fait que j'ai gagné la plupart des parties. Alors, c'est vrai que ça peut jouer. Ça peut jouer sur le ressenti, je pense. Moi, j'ai vraiment réussi à optimiser, à bien regarder ce que tu faisais aussi pour te piquer les cartes qui pouvaient t'intéresser. J'en ai gagné. Ça, c'est intéressant. Franchement, il y a... moi je suis prise au jeu, d'essayer de comboter au max les cartes et d'optimiser vraiment cette exploration de pyramide, quoi. Donc, par exemple, cette carte là elle rapporte 2 points par carte jaune, et celle-là elle est interdite de la mettre sur la première rangée, et celle-ci devrait être pareille. Ouais.
Bah, t'en parleras aux éditeurs. Peut-être qu'il devrait faire un errata avec un petit sticker ça coller dessus. Voilà. Alors on va le faire pour toi si tu veux. Bon, bah, en tout cas, voilà, pour Boréal, c'est une belle expérience pour moi. Et ben on va sur le jeu suivant. Le deuxième jeu, eh bien, il s'agit d'un jeu de chez Matagot. C'est la gamme des micro-games de chez Matagot. Et là, ce sont, je vais vous en présenter deux d'ailleurs dans cette vidéo. Et il s'agit donc de jeux, si vous connaissez pas la gamme, des petits jeux comme ça, en format carte de crédit, quoi, on va dire. En gros, c'est la taille d'une carte standard, avec une pochette un peu matelassée en plastique là, qui est plutôt sympa, qui rentre bien dans la poche et qui protège bien votre jeu. Et du coup, eh bien, en fait, ce sont des adaptations parfois de jeux en taille de boîte, des grosses boîtes qui sont adaptées en micro-game. Enfin, c'est pas vraiment une adaptation, mais c'est parfois une autre proposition sur la thématique. Et puis ici, on a un jeu qui est basé sur une bande dessinée qui s'appelle Le Roi des Ribauds. Et ça, en fait, c'est une vraie bonne découverte du festival parce que ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc en fait, vous avez une main de 3 cartes. Alors je vous les montre parce qu'en plus les cartes sont juste magnifiques. Ouais. Elles sont superbes avec des dorures. Voilà, on a 4 types de personnages. On a un chevalier qui est ici, on a une reine, la reine Sibylle, on a un assassin et on a un roi qui est juste ici. Et vous allez donc avoir des mains qui sont cachées pour vous, hein, évidemment. Et puis ici, vous allez avoir 4 cartes qui sont face cachée avec une pioche qui est juste ici. Alors les règles, en fait, ça tient, ça tient sur des petites cartes comme ça. Hein, c'est vraiment pas des grosses règles de dingue. Mais par contre, ce sont des jeux, en tout cas celui-ci, qui a vraiment, je trouve, une bonne profondeur de jeu parce qu'il y a un vrai apprentissage, une vraie courbe de progression à faire sur les stratégies de jeu avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, à chaque tour de jeu, eh bien, vous avez le droit de jouer une carte de la cour étant, la cour étant les 4 cartes qui sont juste ici. Et comment ça va se passer? Eh bien, soit vous retournez une carte de la cour et vous appliquez son effet, donc les effets, ils sont juste ici, soit vous la remplacez par l'une de vos cartes. Vous reprenez une carte de la cour, vous remplacez par l'une de vos cartes et vous la mettez soit face visible, dans ce cas-là vous appliquez son effet, soit face cachée, dans ce cas-là vous n'appliquez pas son effet. Donc ça va être du coup un jeu un peu du chat et la souris pour essayer d'obtenir une condition de fin de partie. L'une des conditions de fin de partie est que par exemple vous avez 4 cartes d'assassin, parce qu'il y a 4 cartes de chaque personnage dans la boîte, enfin dans la pochette, et du coup si vous arrivez à encadrer un personnage, donc ici dans la cour, face visible, peu importe le personnage, que ça soit le chevalier, le roi, la reine, si vous l'encadrez avec 2 assassins, eh bien la partie est gagnée pour vous parce que vous avez réussi à assassiner un personnage. Si vous arrivez à avoir 3 rois visibles ici, donc face visible dans la cour, eh bien vous gagnez au moment où vous retournez le 3e roi. Et si vous avez en main dans votre main 3 reines comme celle-ci, eh bien vous gagnez également la partie, il faut les montrer et vous gagnez la partie. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc imaginons que je joue, eh bien je vais peut-être, pourquoi pas, tiens je vais regarder, je vais mettre face visible, pourquoi pas cette carte, qui va beaucoup t'arranger, j'imagine, de le savoir qu'elle est là. Alors je vais appliquer l'effet de cette carte et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien soit je vais piocher 2 cartes, donc de la pioche, que je vais ajouter à ma main de 3 cartes, donc j'aurai 5 cartes en main et je vais en redéfausser 2, donc on va créer une défausse à côté. La défausse sera toujours face visible, ça c'est important évidemment. Et puis donc soit je fais cette action, soit je retourne un des personnages de la cour. Donc soit je retourne, je peux très bien retourner le roi, le remettre face cachée, ou bien je peux mettre face visible une autre carte, mais ce qui va lui donner une indication par exemple. Donc pourquoi, maintenant que je sais que c'est un roi, je peux très bien le cacher. Alors du coup il y a d'autres actions de personnages, par exemple le chevalier, lui il va permettre de bouger deux cartes. Par exemple je prends ces 2 là et je fais ça. Alors ça peut être à n'importe où, et du coup en fait il va commencer à y avoir un travail de mémoire pour savoir où était le roi que j'ai bougé. Moi je veux souiller. Comme à chaque fois quand on veut poser un de nos personnages, on peut faire ça à notre tour et du coup on switch et du coup c'est vrai qu'au bout d'un moment ça se retrouve tout mélangé et ça devient de plus en plus compliqué. Et si tu le fais face visible, pensant qu'ici il y avait toujours le roi parce que tu t'en souviens pas que je l'ai bougé par exemple, tu vas peut-être te faire avoir. Et potentiellement même tu vas créer, te mettre en difficulté avec peut-être un assassin aussi bien ici. Alors la reine Sibylle, elle sait ce qu'elle fait, eh bien c'est que je vais aller piocher 2 cartes
la main de ma Catwoman. Je vais les regarder, oh là là, discrètement, mais enfin bon, on est deux, alors du coup, c'est très bien ce que j'ai pris. Si elle a un petit peu de mémoire, je les regarde, je les consulte et je le mets là. Et puis si jamais parmi les deux cartes il y avait une reine, eh bien je la défausse. Voilà. Si j'avais pioché celle-là, par exemple, bah, tu aurais pu la défausser. Eh oui, j'aurais pu la chercher si elle avait une reine et puis la jeter dans la défausse. Et enfin, Tristan, l'assassin, eh bien lui, il va nous permettre de regarder discrètement ce coup-ci deux cartes de la pioche. Et ben voilà, je sais maintenant quelles sont les cartes ici. Et puis, si on avait continué un petit peu comme ça, imaginons que tu es joué là, machin, et ben j'aurais très bien pu en 2 tours retourner ça. Et maintenant que je savais qu'il y avait 2 rois, et ben du coup, c'est gagné parce que j'ai retourné 2 rois. Donc voilà, le jeu est très très bien, c'est très sympa. Les parties sont assez courtes et puis c'est pas cher. Et puis un petit jeu de complot et de manigance et qui fonctionne super bien. Alors nous, on y a joué dans le train du retour de Cannes. C'était complètement adapté. On enchaîne les parties très vite. On a envie d'essayer une autre tactique, un coup de effectivement avoir les rois, un coup de plutôt essayer de mettre l'assassin en avant. Enfin, je trouve que du coup c'est vraiment très malin. Il y a un côté effectivement memory un peu où on repose les cartes, où on les a à nouveau mélangées, interverties, ça bouge tout le temps. Et voilà, c'est un bon jeu de duel qui fonctionne très bien et qui est assez addictif, je trouve. Après, juste un truc par rapport à ça, c'est que les parties régulièrement, on a terminé les parties avec l'assassin qui encadre le personnage. C'est vrai que ça arrivait souvent. Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est vachement plus facile d'encadrer un personnage avec l'assassin? En tout cas, nous, sur la plupart de nos parties, ça s'est terminé comme ça. Donc, à voir sur beaucoup de parties, voir ce que ça peut faire, quoi. Ouais, parce que peut-être avoir une collection de 3, c'est plus compliqué sur certains personnages, effectivement. Et si vous aimez l'univers de la BD, c'est quand même vachement bien. Ouais, les cartes sont super bien. On continue. Alors moi je vais vous parler d'un jeu de Rainer Knizia. Grand Rainer Knizia. Le grand Rainer Knizia, avec le jeu Marabunta, qui est sorti il n'y a pas longtemps non plus, et chez d'ailleurs qui? Bonne question. Space Cowboy, voyons. Bah oui, Space Cowboy. Oh là là, j'avais oublié. Je voyais pas leur petit logo. Donc Space Cowboy. Marabunta, c'est un Roll and Divide. Alors qu'est-ce que c'est un Roll and Divide? Et ben on va jouer avec des dés. Voilà, parce que forcément, on fait rouler les dés. Et puis, il va y avoir une mécanique ultra judicieuse de choix à faire. C'est-à-dire qu'on va prendre... Prends un exemple ici, parce qu'il y a beaucoup de place. Oui, t'as raison, il y a plein de place. Donc, à chaque tour de jeu, donc c'est un jeu de conquête de territoire de fourmis. Voilà, on va créer des fourmilières et on va aller chercher différentes petites choses, cupcakes, des petites cases là qui vont nous donner différents bonus. Alors, excusez-moi de vous couper, cher Catwoman, mais quel est le but du jeu? Et le but du jeu, c'est de faire un maximum de points de victoire. Merci. Voilà. Donc c'est un jeu de duel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas être chacun sur notre petite feuille, on va jouer en commun sur un plateau. Ça, c'est bien. Et en face à face. Donc du coup, on va tout de suite être en interaction. Donc je réexplique la petite mécanique du Roll and Divide. Donc en fait, on va à chaque tour de jeu révéler une petite tuile et on va lancer les dés. On va vous expliquer après un petit peu à quoi ça sert. Mais en gros, on va faire des choix. On va dire, voilà, je fais 2 paquets. Voilà. Là, je réfléchis pas pour l'instant, je fais 2 paquets. J'ai envie de dire parce que comme d'habitude... Non, alors là, c'est même pas vrai parce que je peux te dire que ça cogite. J'ai du mal avec ce jeu-là. Et donc, toi, tu vas choisir. Voilà, moi, je divise et toi, tu choisis. Voilà, et moi, je vais prendre... non, ça va pas m'intéresser. Moi, je vais prendre ça, tiens. Voilà. Donc ça, c'est le principe du jeu. C'est-à-dire que il a choisi là, donc il va pouvoir mettre sur son petit plateau les résultats des dés. Donc en fait, comment ça va se passer? Vous allez avoir les chiffres et les couleurs vont correspondre au territoire dans lequel on va mettre les chiffres. Donc là, 1 sur le territoire jaune. Oui, parce que ce qu'il faut quand même dire, cher Catwoman, sans vouloir vous rajouter des choses, c'est que vous avez un dé par couleur. Oui, oui, par territoire. Oui, mais ça, vous ne l'avez pas dit, très cher. Du coup, il y a 6 dés, donc il y a 6 territoires, donc nous avons un dé par couleur. Tout à fait. Donc, et des valeurs de 1 à 3. Ça ira de 1 à 3. Ensuite, vous avez des zéros que vous pourrez positionner où vous le souhaitez, sachant que quand on positionne un chiffre, donc on va d'abord créer une fourmilière. Alors là, c'est pas bon, c'est un stylo rouge. C'est pas bien grave, on vous en voudra pas. Oui, mais là, c'est le joueur bleu. Donc, on va créer une fourmilière, on va aller placer un chiffre. Donc, par exemple, moi, je jouais ça. Donc, je choisis de mettre le 3 chez les bleus, ici. Alors, normalement, vu que j'ai pioché, c'est à moi de le faire en premier, mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, le 1
Et bah là je suis embêtée parce que oui. je ne peux pas le poser parce qu'il est loin. Donc c'est un très mauvais choix de séparation de... Mais oui, mais j'ai fait au hasard. Bien sûr. Du coup, logiquement, il faut poser en adjacence, côté adjacent. Mais là, j'ai une deuxième fourmilière, donc je peux commencer, puisque c'est une partie voilà, fictive. Donc je joue mon 1 et je vais le mettre, tiens, dans le cupcake. Allez hop. Voilà, donc ça, le cupcake, il va me rapporter un certain nombre de points au fur et à mesure que je vais en avoir. Et puis, je peux poser un 0 où je veux. Donc, mais toujours en adjacence avec notre... En fait, qui ne dépendent pas d'une couleur précise. Voilà, donc là, je vais aller le poser ici, par exemple, pour reprendre un autre cupcake. Voilà. Et ici, j'avais choisi un 1, la tuile avec le 1. Donc, je vais pouvoir poser le 1 où je veux, aussi adjacent. Donc, je vais rester sur les bleus, allez, admettons, et je vais mettre un 1 ici. Voilà. Ça, c'est maintenant, c'est à moi. Là, j'ai ici, eh bien, j'ai le petit fanion vert. Ça veut dire qu'ici, en fait, on a des feuilles qui vont nous permettre de gagner un certain nombre de points à la fin de la partie de base. Chacun gagne 2 points par territoire s'il est majoritaire dedans, en termes de points, de cumul de points. Mais par contre, si vous avez des petits fanions comme ça, vous allez pouvoir rajouter eh bien, des points. Hop là, comme ça, si jamais je gagne le territoire vert, je gagnerai 3 points au lieu de 2. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, parce que c'est une question de majorité à la fin dans le décompte. Les nombres, on fera un calcul des totaux des chiffres de chaque couleur dans chaque territoire. La personne qui est majoritaire rapportera un nombre de points équivalent au nombre de petits points de sa couleur. C'est ça. Alors moi, par exemple, là, le 1, du coup, c'est le 1 jaune. Je vais être obligé de le mettre dans quelque part par là. Je vais le mettre, par exemple, sur une caisse pour vous montrer l'exemple. Et là, du coup, alors c'est de l'autre côté. Alors déjà, je suis obligé de faire une fourmilière parce que j'en avais pas. Donc je barre ma fourmilière. Et puis, je barre une petite caisse ici qui veut dire que, en fait, j'ai besoin que d'une caisse maintenant pour obtenir le petit bonus qui est là. Alors si je vous montre ici, c'est la même chose. Si j'arrive à obtenir 2 petites caisses, eh bien je vais avoir un 1 à placer quelque part. Sachant que des caisses, il y en a aussi sur les dés. Hop, on en a une par exemple ici. Et donc je dois placer un 0 également, adjacent à mon chiffre, ou alors je crée une deuxième fourmilière pour le mettre n'importe où, comme tu as dit très bien il y a quelques instants. Je vais faire ça comme ça par exemple. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, ça va être au joueur suivant. Donc cette tuile-là, on s'en occupe plus. Voilà. Et puis le joueur suivant va faire la même chose. Prend ça. Donc là, ce sera 2-0 adjacent. Voilà. On lance, on sépare, et puis l'adversaire choisit, etc. Et on fait ça plusieurs fois jusqu'à obtenir des conditions de fin de partie qui sont soit d'avoir obtenu tous les points jusqu'à 25. Alors ça, je ne sais pas comment on fait parce que ça a l'air assez compliqué. Ou alors d'avoir coché ou mis un chiffre en tout cas, chaque cupcake. C'est-à-dire qu'ils sont tous recouverts les cupcakes. C'est ça, recouvert ou annulé, barré, parce qu'on peut aussi, arriver par des effets de jeu, barrer des cases, dont des cupcakes. Alors c'est d'ailleurs l'effet de la dernière tuile, ça. Ouais, ça fait accélérer le jeu, en fait, à la fin. En fait, au bout de 7 ou 8 tuiles, je sais plus, en fait, on n'a plus que celle-ci qui nous oblige à barrer un cupcake à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est un petit jeu de... Ça paraît pas de mine comme ça, mais en fait c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Parce qu'à chaque tour de jeu, et plus ça avance, forcément on va calculer la majorité au fur et à mesure de nos territoires, et parfois la division des dés va être vraiment... ça va être un vrai dilemme, quoi. Et j'aime beaucoup ça en fait, parce que c'est vraiment une super mécanique de pouvoir diviser les dés avec la tuile et que l'autre choisisse. Et il y a tout le temps des dilemmes parce que forcément, toi tu vas essayer de te mettre des choses de côté qui t'intéressent, mais peut-être que l'autre va le prendre. Oui. Ou alors parfois tu vas réussir à bloquer l'autre parce que tu vas lui créer 2 zones différentes qu'il va pas pouvoir aller, donc il va louper des dés, mais il y a autre chose qui l'intéresse. C'est que des choix cornéliens, et plus ça avance dans le jeu, plus c'est serré sur des zones et plus c'est compliqué de faire les choix. Surtout parfois tu fais un choix en te disant il va prendre ça, puis non. Il prend pas ça. Donc, du coup ça te fout dans la merde, parfois c'est un peu chiant. Mais le jeu est très très bien. Ah ouais, c'est du cassement de tête, mais du bon cassement de tête. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on a un roll and write où on est, comme tu disais, sur le même plateau. Donc, et en plus, c'est pas des feuilles, donc c'est cool, c'est effaçable. C'est très très bien. Franchement, c'est un des meilleurs roll and write pour moi que j'ai testé jusqu'à maintenant. Il va falloir que je fasse un petit top des meilleurs roll and write, et je pense que celui-là, ça va être bien classé. Bien avancé, Marabunta, c'est vraiment une très bonne pioche. Tout à fait. De chez Space Cowboy. Yes. Voilà. Allez, on continue avec un autre jeu.
Et ben moi je continue avec un autre jeu de la gamme Microgame de chez Matago. Alors ça va sortir pas tout de suite, ça va sortir vers le mois de mai, juin, un truc comme ça. J'espère que vous connaissiez le jeu qui s'appelle Room 25. Voilà, Room 25 c'était une grosse boîte basée sur, alors je sais pas s'il l'a basé là-dessus, mais je pense que oui quand même. C'était, on retrouve vraiment l'univers d'un film qui s'appelle Cube ou Cube pour si vous voulez l'accent un peu. Du coup, en fait, le principe du jeu et du film d'ailleurs, c'était que vous étiez dans des pièces piégées et vous allez avancer comme ça vers de pièce en pièce vers une sortie et des pièces probable. qui bougent, quoi. Des pièces qui bougent, on sait jamais sur quoi on tombe. C'est ça, et c'est le cas en fait dans le jeu. Et en fait, eh bien, j'ai plus le prénom de la personne super gentille qui m'a reçu chez Matago au festival, mais qui m'expliquait qu'en fait c'est l'auteur du jeu qui est venu vers eux pour essayer de pour faire une adaptation en microgame parce que ça le tentait de le faire. Et ben en fait c'est très réussi. Quand on connaît le jeu Room 25, bah là on a vraiment une autre proposition, mais qui est très captivante et très immersive comme l'est le jeu. Et on a des personnages. Alors, on retrouve les personnages du jeu. Donc Jennifer, moi c'est ma préférée forcément. Vous aurez bien deviné. Il y a Frank, il y a Kevin, il y a Emmett. Enfin bref, vous avez tous les personnages qui ont tous ici la même façon de jouer. Je vais prendre Jennifer, c'est ma préférée. Ma preferred. Et du coup, vous avez juste un petit bonus, une action bonus qui est possible par joueur. Voilà, comme par exemple ici, l'adversaire réalise l'action entrée en choisissant entre sa pioche ou la vôtre. Voilà. La pioche de l'un, la pioche de l'autre. C'est ça. Et par exemple, Kevin, il peut pirater, c'est-à-dire réaliser immédiatement l'action contrôlée. Pas mal. Alors du coup, comment ça va se passer? Eh bien, vous allez avoir ici une carte sortie et quelque part ici, vous allez avoir une carte clé. Dans le même deck. Okay. Au début de la partie, pour la mise en place, en fait, on va créer 2 decks, un pour chaque joueur. L'un aura la carte de sortie, l'autre aura la clé. Pour arriver à sortir du jeu, eh bien, vous allez devoir retrouver la clé, bien évidemment, pour pouvoir activer votre carte. Hop. Une fois que j'ai la clé, elle s'active en bleu. Une fois que je suis activé, j'ai le droit de sortir. Sauf que la carte de sortie, elle est dans le paquet du voisin d'en face. Et oui. Ça, c'est un peu chiant. C'est ça qui est drôle. Et évidemment, le voisin d'en face qui a la clé et qui a la sortie, lui, il n'a pas la clé. Donc la clé, en fait, vous allez, votre passe va s'activer quoi qu'il arrive au bout d'un certain temps. J'ai plus en tête, je crois que c'est au bout d'un moment où on a passé 6 salles. Je crois qu'une fois qu'on est rentré dans 6 salles, et ben en fait le pass s'active. Il faudra que je vérifie. Mais là c'est juste pour vous pitcher le truc. Donc c'est pas bien grave, même si je me trompe à une salle près, vous me corrigerez comme d'habitude. Vous savez que vous pouvez le faire. Et donc en fait la clé, eh bien de toute façon ça va bouger d'un paquet à l'autre. Vous verrez. On va pouvoir se switcher les cartes. Exactement. Et du coup d'ailleurs lorsque vous jouez, quand vous rentrez dans la salle, dans l'une des 2 salles, si je rentre dans la sortie ou si je rentre dans la... Enfin si je rentre dans la sortie c'est pas très... Mais si je rentre dans la clé par exemple, j'active mon pass et je place cette salle sous la pioche de mon adversaire. Donc la clé passe de toute façon dans le deck de l'autre. Donc au début on a également une salle mortelle que si on rentre dedans, bah du coup on est mort. Donc ça il y en a une pour chaque. Et il y a une salle explosive qui pourra être déclenchée grâce à un détonateur. Voilà. Ensuite vous avez tout un tas de salles ici. Alors il y a les salles vertes qui elles sont des salles sans trop de danger. Il y a des salles jaunes qui vont vous ralentir, etc. Par exemple là ici une salle détonateur. Donc si votre adversaire lors de son tour de jeu a cette carte là de retourner devant lui, tu retournes le détonateur, et tu retournes le détonateur, bah boum, tu fais péter ton voisin. Il y a des cartes pour faire plein de trucs. Ils ont plein d'actions possibles. Des salles danger, etc. Alors je vais juste en prendre parce que juste comme ça, pour voir comment ça marche. Je sais qu'il y en a qui sont mises de côté, je sais plus combien on en met de base dedans, mais enfin c'est pas bien grave. Hop là, c'est juste pour vous faire voir un petit peu le truc. Et là en fait à mon tour de jeu, j'ai le choix entre 3 actions. Je peux regarder, donc je peux consulter secrètement mes 2 prochaines salles. Donc ça veut dire que je les prends. Je dis rien à la personne, je regarde. Alors je regarde ce que c'est, je vous les montre. Ici, je pourrais au choix mélanger la pioche de l'adversaire ou bien l'adversaire mélange ma pioche. Donc ça peut être pas mal. Ou je suis ralenti, je passe mon prochain tour. Et là, en fait, quand je sais ce que c'est mes salles, eh bien j'ai le droit de les remettre par-dessus mon deck comme je veux. Dans l'ordre que tu veux. Voilà. Donc je peux très bien mettre comme ça, par exemple, ça peut être pas mal. Ou alors, je pourrais très bien mettre la carte un peu merdique au-dessus. Pour pouvoir faire contrôler, par exemple, qui est la 3e action, lors de mon prochain tour, je pourrais faire contrôler, et chaque joueur place sous sa pioche la prochaine salle de son adversaire.
C'est-à-dire que tu as ma carte là, et ben je vais te la filer, elle va aller sous ta pioche. Puis moi celle-ci, je vais être obligé de la mettre sous sa pioche. Exactement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc on a les histoires de contrôle et puis on peut évidemment entrer. Donc si j'entre dans une salle, et bien je fais ça. Et j'entre dans la salle, j'applique l'effet du truc. Donc là, et comme pas, du coup là je le sais, je vais passer mon tour. Et tu peux aussi entrer direct comme un kamikaze. Et ben c'est ce que je viens de faire. Entrer. Bah là, tu avais regardé avant tes 2 cartes. Oui, on peut. Voilà. Oui. Mais tu peux entrer direct. Moi, par exemple, à mon tour, je décide d'entrer direct. Moi, c'est ça. Je suis on peut regarder. Tiens, t'as trouvé la clé. Voilà. Nickel. Bon. Hop, du coup, ton pass s'active, c'est super. Et puis le pass, la clé, elle va ici. Alors, il y a une mise en place, tout ça. Normalement, ça doit pas arriver, etc. Mais bon, c'est un jeu de prise de risque. Là, c'est vraiment pour vous montrer, pour vous pitcher le jeu. C'est comme ça que ça marche. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Parce que moi, j'ai trouvé ça. Enfin, je dis qu'est-ce que t'en as pensé, puis je dis parce que moi, j'ai trouvé. Alors, vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu me laisses parler un petit peu. Oui, c'est mon jeu. Je dis donc, je te laisse parler, donc tiens. Mais oui, c'est Alors. Bah dis donc. Moi j'ai bien aimé la prise de risque, voilà, c'est chafouin. Parfois effectivement tu vois 2 cartes, bah tiens regarde, il y a une bombe là, c'est nickel. Tu peux te dire, bah justement, tu as regardé tes 2 cartes, tu te dis bon bah tiens, je vais la mettre au-dessus, puis je vais contrôler, et puis bah ça va partir sous la pile du voisin. C'est ça, mais alors tu aurais dû le faire, excuse-moi, mais tu aurais dû le faire avec la carte mortelle, ce qui fait que j'ai 2 cartes mortelles dans mon deck. Aussi, en effet. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, il y a beaucoup d'interactions, de suspense, je trouve aussi. Ça fonctionne super bien. Je trouve qu'on retrouve bien l'esprit du jeu. C'est hyper facile et encore une fois, c'est assez addictif parce que quand on se fait avoir, on a envie de tout de suite d'y retourner. Mais ouais, c'est vraiment bien. Moi, j'ai adoré et puis on a réussi à jouer à ça dans le train. Ouais, facile, pareil, sur 2 tablettes, sur les 2 tablettes ça rentrait, pas de problème. Donc en train, dans l'avion, dans tout ce que vous voulez, ça marche. Vous allez pouvoir jouer à ça partout et vous retrouvez l'ambiance de Room 25 vraiment en 2-2, dans n'importe quel lieu, dans un café, même si c'est pas un café ludique, vous avez ça dans votre poche, vous prenez un coup, un café, puis hop, vous pouvez jouer à Room 25. À la salle de pause avec les collègues. C'est clair, c'est super bien. Voilà, moi je trouve cette démarche de micro-game vraiment trop bien et puis en plus c'est qualité, donc super. Un petit quart d'heure de jeu, rapide, efficace et pas cher. Si vous en avez d'autres, parce que je sais qu'il en existe plein, si vous en avez d'autres que vous avez trouvé vraiment cool, alors parce que ceux-là c'est des duels, je sais qu'il y a des solos, il y a peut-être des solos. En tout cas il y a du coop, tout ça, donc si vous en avez qui sont vraiment cool à nous proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça nous fera toujours plaisir d'essayer ça. Exactement. Allez, on passe au dernier jeu. Dernier jeu, tout de suite. Alors, je vais vous parler de Solstice qui va sortir chez les Lumberjacks début avril. Un jeu de duel également, forcément, puisque c'est la thématique de Corentin Lebras et Bruno Catala. Voilà une belle petite nouveauté toute mignonne, voilà, qui va sortir pour le printemps avec voilà, c'est vraiment un univers printemps, il y a Pâques, tout ça, c'est trop mimi. Déjà moi j'adore la petite direction artistique. Donc c'est un petit jeu vraiment tout petit, voilà, pareil avec des petites tuiles, tout facile à emporter. Donc le but du jeu va être de faire une randonnée pour atteindre les sommets. Donc on va partir voilà, sur des chemins, essayer de faire le plus beau paysage. Alors vous allez avoir, là vous avez un exemple de la pyramide du paysage constituée dans son entièreté. Donc vous avez différents niveaux qui sont repérés par des couleurs et vous avez également des petits points qui vont vous aider sur les tuiles pour repérer la hauteur du niveau. Donc il y a 6 niveaux pour aller jusqu'au sommet de la montagne, de la prairie à la montagne, et vous allez avoir différentes tuiles numérotées qui composent le paysage, donc qui vont de 1 à 10 pour la base, pour les 3 premières rangées précisément, de 2 à 9 pour la rangée et la 4e rangée, de 3 à 7, je crois que c'est 7, pardon, de 3 à 8 sur la 5e rangée, et donc de 4 à 7 sur la dernière rangée. Vous allez donc créer un puzzle en fait, hein. Vous allez créer votre paysage, un puzzle, mais il y aura forcément des trous, puisque toutes les tuiles sont là, dans le jeu, à piocher et devant vous. Et c'est ça, c'est que chaque tuile est unique. Chaque tuile est unique, donc vous allez faire le mieux possible, grimper jusqu'au sommet, faire votre puzzle, mais forcément vous allez parfois récupérer une tuile dont l'autre a besoin, donc ça peut aussi bloquer votre ascension. Donc comment ça va se passer un tour de jeu? Vous avez donc 3 tuiles en main. D'accord, regarde, tu les montres aussi. Voilà, ici. on les montre. On va les montrer, c'est le plus simple. Ça, je laisse le petit exemple ici, voilà. À chaque tour de jeu, vous allez choisir une tuile de votre main et regardez ce qui pourrait correspondre sur le plateau central. Vous pouvez prendre une tuile du plateau central d'une couleur identique ou d'un chiffre identique dans votre main.
Donc par exemple ici, moi, on fait une capture. Voilà, on va faire une capture exactement. Donc moi j'ai envie de choisir cette tuile qui est un 4 orange. Donc là en l'occurrence, je pourrais choisir dans les oranges. Voilà. Donc je vais décider de prendre... Ou un 4, s'il y en avait un. Ou un 4, il n'y en a pas. Donc je prends la tuile 3 pour pouvoir déjà les créer côte-côte. Donc je vais commencer mon paysage. Voilà, donc là je suis au niveau 2, puisque c'est une tuile de niveau 2. Je commence à créer mon paysage avec 2 tuiles. Donc on va juxtaposer, essayer de créer des niveaux. Donc je refais ma main, je reprends une tuile. Et on met, hop, ici on découvre la tuile qui est ici. Et là après c'est à mon tour. C'est à ton tour. Donc là par exemple je peux jouer des 1, du rouge ou du vert. Alors, mais par contre, je pourrais très bien aussi jouer autre chose, mais ça je vais te laisser expliquer après, parce que parfois ça peut aussi ne pas matcher, on peut aussi ne pas avoir de capture possible par rapport à ce qu'il y a sur le plateau. Tout à fait. Alors du coup, eh bien, je sais que le niveau rouge, c'est le niveau des pâquerettes, hein, c'est le niveau qui est tout en bas. Ça peut m'arranger, je vais mettre le 6 par exemple, et je vais prendre le 8. Alors du coup, je sais que sur mon niveau bas, eh bien, je vais avoir un trou entre deux, il va falloir peut-être que je récupère le 7. Ça serait pas mal pour m'arranger, pour que je puisse avoir la plus grande forme contiguë à la fin de la partie, parce que ça c'est important. Donc là tu refais ta main, et moi je vais continuer. Qu'est-ce que je vais choisir? Et bien là j'ai possibilité de prendre le 10, du couleur rouge par exemple, ou alors de choisir entre le 9 et le 1 du orange. Donc je vais essayer de faire ça, je vais prendre la 10, et je vais prendre la 10. Comme ça, ça va me faire niveau 1, niveau 2. Hop, voilà. Attention, on remonte un petit peu. Et voilà, niveau 1, niveau 2. Donc on va faire ça plusieurs fois, hein, chacun notre tour. On va faire ça. Notre puzzle va se construire petit à petit, mais il y a des fois où vous n'allez pas pouvoir... Et puis on va épuiser aussi, au fur et à mesure, on va épuiser les tuiles. C'est ça. Et il y a des moments où vous ne pourrez pas faire de correspondance. Donc quand vous ne pouvez pas faire de correspondance, vous allez mettre une tuile. Montre-nous, disons que... le 5 tiens, regarde, le 4, voilà, le 4 violet, ça marche pas. Le 4 violet, ça marche pas. Donc là, je peux faire aucune correspondance. Donc je vais la laisser sortie. Ouais, on va l'ajouter à la file. On va l'ajouter à la file, mais je vais quand même aller piocher pour aller voir si je pioche celle-là, si je peux faire une correspondance. Donc là j'ai un 6 bleu, là ça marche pas. Super. J'ai aucune correspondance, exemple. Donc nickel l'exemple. Donc je vais être obligée de la remettre aussi dans la ligne. Sauf que comme j'ai rien eu, je vais pouvoir aller chercher un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est bien parce que c'est un joker. Donc vous allez pouvoir le placer là où ça vous arrange pour parfois compléter des trous. Justement, vous savez que très bien qu'il y a une tuile que vous ne pourrez jamais avoir parce que votre voisin l'a. Vous allez pouvoir combler et mettre votre petit arc-en-ciel pour combler le trou. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer petit à petit. Il y a une règle importante à savoir, c'est dès que vous arrivez à faire un carré, un carré parfait, hein, donc là, est-ce que je peux en faire un? Je sais pas. Peu importe, on va dire que là, ça marche pas, mais bon, admettons, ça fait un carré. Donc, vous allez... Tiens, d'ailleurs, le petit bûcheron de Lumberjack, là. Pour tiens, on l'avait pas vu. Bûcheron. Du coup, vous allez pouvoir aller chercher un esprit. Donc, vous allez choisir un esprit. Ah tiens, j'ai le malveillant direct. T'en as pris deux. T'en as pris un de trop. Voilà, on en prend 2 et on choisit. Donc, ça va nous faire des points en fin de partie ou des effets immédiats. Par exemple, celui-ci, il va nous permettre d'avoir un point par justement arc-en-ciel placé dans notre paysage. Mais il nous rapporte également un point. Il nous rapportera aussi un point. Celui-ci, je ne sais plus. Lui, tu peux mettre une tuile de ta main, je crois. On a toutes les petites têtes de jeu là, nickel. Donc le cerf, qu'est-ce qu'il fait? Tu mets une tuile de ta main, je crois, sur ton diorama, panorama. Panorama, ouais. Et tu peux piocher 2 tuiles à la fin de ton tour. Voilà, il y a plein de petites options comme ça, de petits effets. Alors du coup, quand tu en prends 2, par contre, tu en choisis un. Oui. Ouais. Alors voilà, donc vous allez faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles. Alors juste, attends, je me permets juste, quand pour finir avec les esprits, quand tu en prends 2, tu en choisis un et tu le mets ici. Voilà. Et en fait, si par exemple, après, tu arrives, alors là c'est pas bon encore une fois, hein, c'est juste pour l'exemple, mais si tu arrives à créer un nouveau 4, et ben soit tu peux reprendre 2 et en choisir un et en remettre un visible, soit tu peux prendre un qui est visible. Ça c'était important. Oui, exactement. Donc on va jouer comme ça chacun de nos tours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles disponibles et qu'on ait forcément créé un paysage. Voilà. Jusqu'à temps qu'on ne puisse plus faire de capture. C'est ça. Et donc, comment on va compter tout ça? Après, ça va être le nombre de tuiles que vous aurez, le plus grand paysage que vous allez pouvoir, parce que vous allez avoir des trous. Hein, tu vas avoir des trous. Si c'est pas relié, ou si c'est relié que par la diagonale, vous ne pourrez pas compter votre zone. Donc c'est le nombre de tuiles qui a la zone la plus grosse.
Voilà. C'est ça. Donc le nombre de tuiles adjacentes, contiguës, qui forment la plus grande entre les deux joueurs, qui rapportera au joueur qui a la plus grande, eh bien, un certain nombre de points. Donc ça, et puis vous allez avoir les effets des tuiles. Qui vont vous rapporter des bonus. Chaque tuile également rapportera une petite étoile. Et il y a des petits feux aussi, qui ici, là c'est au sommet, il y a des petits feux, dans certaines, plutôt dans les hauteurs des petits feux. Si vous allez arriver à les relier jusqu'à la terre, ça va vous faire un point de plus. Et puis voilà, il y a tout après plein de petites. Si vous avez un chemin qui vous amène à un moment donné entre les sommets jusqu'aux pâquerettes, là, imaginons, alors encore une fois, c'est pas bon dans le schéma, mais là c'est bon parce qu'on arriverait aux pâquerettes. Bon, c'est pas bon du tout dans le placement. Ne nous engueulez pas. Oui, parce que là on n'a pas le temps de faire n'importe quoi, tout ça. On peut tout vous remettre bien comme il faut, mais je pense que vous avez compris le principe avec la lettre de jeu qui vous montre effectivement tout le schéma. Alors qu'est-ce qu'on a pensé ? Et ben moi, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, c'est l'effet puzzle. Voilà, l'effet puzzle et l'effet. Je trouve que ça détend de jouer à ça. Il y a toujours un côté satisfaisant, je trouve, de réussir à faire son petit bonhomme de chemin. Ça, c'est c'est les deux qualités que je dirais. Après, moi, je suis un peu passée à côté, j'ai envie de te dire, sur le côté stratégique. Je pense qu'il y a des trucs que je fais pas bien, ou j'anticipe pas assez, ou je trouve qu'il y a, pour ma part, tout petit peu trop de chance sur les tuiles que l'on retourne ou que l'on va chercher dans la pioche. Et ce qui fait que du coup, des fois, il y a un côté frustrant à pas réussir à ce qu'on veut faire. Moi, je suis passé de Boréal à ça, puisqu'on a essayé ça aussitôt après. Vu que Boréal, j'étais un peu pas sûr de moi là-dessus. Du coup, j'ai beaucoup plus apprécié la partie de Solstice. Du grand maître catalan. Corentin Lebras aussi quand même. Oui, mais Bruno, tu sais qu'on t'aime et on t'embrasse. Du coup, en fait, moi j'ai vraiment aimé jouer à ce jeu-là. Ça m'a beaucoup plu et le côté chance m'a pas gêné plus que ça, sachant que en fait la chance, elle n'est pas si présente que ça, je trouve, dans le sens où en fait il faut faire vachement de calculs, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps regarder ce que fait l'autre et puis savoir combien il y a de tuiles qui peuvent rester là-dedans, c'est des probabilités, etc. Donc évidemment. Mais je pense qu'effectivement tu as raison. Moi je pense que je l'ai pas joué assez. Peut-être un peu trop, placer des trucs, enfin un peu trop à la mode puzzle sans trop réfléchir, alors que toi tu as été plus dans le calcul. Et effectivement, je pense que pour ça que je suis passée un peu à côté. Après, il est vrai que quand sur les résultats des points, en fait, on passe parfois, même souvent, du simple au double entre les deux joueurs. Donc, il faudra y jouer encore plus et puis peut-être découvrir un peu plus le jeu pour appréhender un peu et puis découvrir un petit peu toutes ces ficelles, parce que c'est sûr et certain que les auteurs Bruno et puis Corentin n'ont pas fait un jeu qui s'arrête à de la chance, c'est évident. C'est sûr. Donc il y a forcément des stratégies. Il y a un côté plus tactique et stratégique, c'est certain, mais que moi j'ai pas encore réussi à choper. Voilà. C'est plus ça. Donc Solstice, c'est un jeu sur lequel il va y avoir de l'apprentissage et de la profondeur de jeu, je pense. Voilà. Ouais. Et écoutez, voilà, c'était notre sélection un petit peu longue. La vidéo est un petit peu longue, mais en même temps, comme ça, on vous explique les jeux. Ça évite de regarder 5 vidéos. Est-ce que tu te mets un petit classement quand même pour finir cette vidéo? Parce que là, on vous a présenté, mais on vous a pas donné nos préférences. Oui, parce que du coup, elle s'est reprise, parce que du coup, elle n'arrivait pas à le dire. Et puis en même temps, ça m'avait permis de dire quand même, de glisser, oui, je m'abonne, je mets un pouce bleu et je m'abonne. Et puis c'est important. Et puis je m'abonne aussi au podcast. Ouais. Voilà, parce qu'il y a les podcasts. Alors je vais répondre à ta question dans un instant, mais je l'ai dans la tête. Et d'autant plus, on parlait d'un jeu de Corentin Lebras et Bruno Catala. C'est ça. Il y a une interview de Corentin Lebras qui arrive très rapidement. Et il n'y a pas d'interview de Bruno Catala? Non, pas cette année malheureusement. Monsieur Catala était très occupé et voilà. Mais oui, mais c'est normal. Ça. Mais peut-être on désespère pas. Peut-être après l'été, on verra. Il y a peut-être moyen de moyenner une petite interview avec notre grand maître à tous que l'on aime, qui est tellement adorable. En plus, on l'a rencontré encore là une fois de plus à Cannes. Il est tellement adorable. C'est vraiment quelqu'un de très très bien, ce monsieur Catala. Ça viendra. C'est l'objectif. Donc le classement. Eh bien, en fait, oui. Attends, on va les ressortir. Alors, il y avait Boréal, il y avait Marabunta. Hop là, on va les mettre tous ici. On va les mettre. Voilà. Ceux-ci sont full bazar sur la table. Il y avait Room 25 et puis les Rois des Boyaux. Si tu devais en garder 3, on va dire ça. Si tu devais en garder 3. Eh bien, si je devais en garder 3, je garderais le Roi des Ribauds, Marabunta et
Et je dirais Solstice pour le côté apprentissage, développement, sachant que Room 25, je pourrais toujours y jouer de toute façon avec la grosse boîte. Ok. Et ben écoute, on est d'accord sur les deux premiers. Et moi, je mettrais Boréal pour mon troisième. Bah voilà, comme ça. Voilà. Mais en fait, celui-là, je l'inclus presque avec ça, en fait, parce que c'est vraiment le jeu, parce que je peux mettre facilement les deux dans ma poche. Et puis, parce que c'est la même gamme, voilà, on est vraiment... Après, on ne peut pas choisir sur le 1, le 2, le 3, non. Non. Alors, en fait, non, mais par contre, dans les jeux Roll and Write ou tout ce que tu veux, et ben en fait, Marabunta, c'est une vraie bonne surprise. Bah, moi, sur les 5, là, je classe Marabunta en premier, quand même. Je sais pas comment il fait Rainer Knizia pour être aussi... productif, aussi trouver tout le temps des trucs. Ces mecs-là, il est dingue. On parlait de notre grand maître Bruno Catala français, mais Rainer Knizia, on est vraiment, voilà, je sais pas de quelle origine il est d'ailleurs, Rainer Knizia, mais c'est vraiment... Il est allemand ? Bah, je pense. Je pense que j'ai dû le croiser à Essen en plus. Il va falloir que lorsque je retournerai à Essen, j'essaierai de rencontrer Rainer Knizia parce que c'est sûr qu'il y sera. Oui, c'est en Allemagne, il est allemand. Donc, par contre, ça va être un petit peu compliqué de l'interroger s'il parle pas un petit peu français ou anglais. Ouais. Bon, il doit parler anglais, ce monsieur-là. Bon, écoutez, voilà. Et on se retrouve bientôt. Si vous avez pu tester quelques-uns de ces jeux, sachant qu'il y avait quand même des avant-premières. Donc, voilà, celui-là, vous pourrez le tester un peu plus tard. Mais ça, c'est pareil. Hein, ça, ce sera pas tout de suite. Mais voilà, il faut qu'on les laisse parce que les gens, il faut qu'ils aillent se coucher maintenant. Ok. Voilà, ils en regardent la vidéo, ils sont fatigués ou aller jouer. Bah, oui. Donc, écoutez, maintenant que vous savez tout sur les jeux en duel de Cannes, alors, tu joues ou quoi ?